Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des fragilités persistantes dans les marchés qui expliquent sans doute encore cette séance d'aversion au risque avec des indices en Europe qui repartent à la baisse. Le CAC 40 s'enfonce sous les 6000 points. On reste proche des 6000 points, mais on n'arrive pas à s'extraire de ce niveau après une semaine de stabilisation. C'est donc du rouge sur l'ensemble des indices européens et américains en cette première journée de la semaine. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen et puis des tendances qui ne faiblissent pas également sur le marché des devises avec la surpuissance du dollar qui ramène l'euro-dollar à quasi parité parfaite, sous 1,001 désormais pour la parité, sous 1,01 pour la parité euro-dollar. On a du mal avec ces zéros après la virgule. Bref, on est en route vers la parité parfaite pour l'euro-dollar avec des niveaux techniques qui sont en dessous du 1 pour 1 sur la parité euro-dollar. Voilà pour les tendances du jour sur les marchés. Dans l'activité des entreprises, avant les premières publications aux États-Unis ces prochains jours, on peut noter un deal dans le travel retail entre le Suisse Dufry, le leader mondial des magasins duty-free, et l'italien Autogrill, le spécialiste des enseignes sur autoroute et dans les gares notamment. Dufry rachète donc l'italien Autogrill, détenu par la famille Benetton, qui va devenir le premier actionnaire du nouvel ensemble avec 20 à 25% de participation. L'opération valorise la nouvelle entité à 6 milliards de dollars. On aura l'occasion d'évoquer ce deal et les perspectives M&A peut-être en général avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse sera consacré au thème des matières premières avec peut-être différents horizons de temps à avoir en tête. Sur le court terme, on note quand même un retracement des cours des matières premières en général depuis 2 mois. Et puis les perspectives de moyen long terme, que ce soit en lien avec la transition énergétique, en lien avec la crise ukrainienne, sur les matières premières énergétiques, sur les métaux industriels. Nous en parlerons avec Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophiam, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Un début de semaine négatif pour les indices actions en Europe en cette fin de journée. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. La baisse se confirme pour le CAC, un début de semaine sur fond d'inquiétude quant à la menace de nouvelles restrictions sanitaires en Chine, et ce, après l'apparition à Shanghai d'un nouveau sous-variant d'Omicron. À noter que confrontée à son pire épisode depuis le début de la pandémie, la région de Macao entame aujourd'hui son premier confinement en plus de 2 ans, une semaine durant laquelle ses casinos et commerces non essentiels seront fermés, une nouvelle dont souffrent les opérateurs de casinos. Autre facteur de stress, le marché redoute une rupture des approvisionnements en gaz russe. Le gazoduc Nord Stream 1 se trouve fermé à partir d'aujourd'hui pour des opérations de maintenance. Celle-ci devrait durer 10 jours. À cet effet, Bruno Le Maire s'est exprimé ce week-end. Il affirme que le scénario d'un arrêt total des fournitures de gaz russe serait, d'après le gouvernement, le plus probable. À New York, Wall Street entame la séance en repli alors que la saison des résultats des grandes entreprises se profile. Elle débutera jeudi avec les comptes des grandes banques américaines. On retient aussi que Twitter chute après l'annonce d'Elon Musk, selon laquelle ce dernier met fin à l'accord de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Ce dernier reproche au groupe de ne pas avoir fourni de données exactes sur le nombre de faux comptes et de spam. Sur le plan des valeurs à suivre à Paris, le secteur du luxe, les grandes cycliques et celles liées aux matières premières sont particulièrement touchées. LVMH et Kering cèdent du terrain, ArcelorMittal et Saint-Gobain aussi, même chose pour Total Energy et Engie. Et puis on relève qu'à Francfort, Uniper plonge. Les banques souffrent aussi sous l'effet de la révision en baisse du danois Danske Bank de sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice du fait de la remontée rapide des taux d'intérêt et des conditions difficiles des marchés financiers. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. On termine avec l'agenda de la semaine. Au-delà des publications d'entreprises, mercredi, le marché suivra avec attention l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en juin. Et vendredi, la composante des anticipations d'inflation de l'enquête de l'Université du Michigan sera également scrutée de près. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubrul est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Florent Martini, gérant chez Ports en Part. Bonsoir Florent. Bonjour Grégoire. Merci d'être là et merci à Nicolas Braun de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée. Tour de table sur l'ambiance de marché. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles d'ailleurs dans les dynamiques de marché qu'on a pu observer tout au long du premier semestre par exemple, Nicolas? Je note évidemment que quelques secteurs qui ont été très marqués par les pénuries, par le thème inflationniste, type matières premières, type marché obligataire, semblent donner des signes peut-être d'adoucissement de ces tensions, justement. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose de marquant pour ce début de deuxième semestre? Disons qu'on tourne beaucoup en rond depuis un moment sur les mêmes thèmes, inflation, pression sur les prix, inflation, politique de banque centrale et rythme de la croissance. Bon, ça paraît assez clair, même si c'est un peu télégraphié depuis septembre dernier déjà, qu'au deuxième semestre, le risque, c'est que les éléments liés au déficit de la croissance, au risque de récession, ce terme n'est absolument pas une révélation, vont l'emporter probablement sur le reste, sur les pressions inflationnistes et donc son pendant, la politique monétaire. En tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a à l'œuvre depuis de nombreux mois des éléments de destruction de la demande et que la probabilité que ceci se réalise, en fait, c'est plus important que de savoir si c'est maintenant, au vu d'un chiffre du PIB ou de l'emploi. En fait, l'éventualité est plus importante que la temporalité. Oui, je comprends. Et que ce soit en 2023 ou au deuxième semestre, je crains, mais ça aura une contrepartie peut-être positive, je crains que les pressions liées au cycle soient des pressions négatives, y compris pour, évidemment, le bas de page de nos entreprises. Mais on reviendra sur la partie résultat. Ouais. Et on est dans cette phase un peu de transition où on essaye de sous-peser justement les problématiques liées à la croissance. On a eu encore des chiffres d'emploi aux États-Unis très solides. On aura un chiffre d'inflation américain qui devrait rester relativement élevé. Donc c'est quoi? C'est un bras de fer qui va durer quelques temps encore dans les marchés avant d'avoir des signaux plus fermes, plus solides d'un côté ou de l'autre? Je n'en sais rien, mais comme ça fait déjà des mois qu'on guette, ce qu'on sait, c'est qu'à très court terme, on a des chiffres du CPI extrêmement importants cette semaine qui vont peut-être être... ce qu'on peut espérer, c'est que ça soit un peu le paroxysme ou ça crée une sorte de panique. Mais c'est trop tard, je crois, pour paniquer sur ces éléments-là. On a des réunions des banques centrales qui, dans le cas américain et dans le cas européen, vont monter les taux ce mois-ci. Et à ce moment-là, évidemment, le cycle donne des signes de fatigue, essoufflement, rupture. Et là-dessus, vous mettez un cocktail d'indicateurs qui sont parfois avancés, comme les matières premières, mais tout ça a beaucoup, beaucoup monté. En tout cas, mon expérience, c'est que le prix du baril, sans parler du cuivre, qui est un indicateur avancé dans l'univers des matières premières, des métaux, le prix du baril élevé, ça a toujours eu un effet récessif. Ouais. C'est comme lutter contre l'inflation, quand les banques centrales s'y mettent, ça se finit par une bonne inflation, par une bonne récession. Ouais. Donc, alors, pas le malin. On va voir comment ça se passe. Et c'est cette jonction qui est intéressante dans les semaines, mois qui viennent, c'est-à-dire à quel moment le sujet n'est pas l'inflation, mais ça devient le risque récessionniste et ses conséquences sur les autres éléments qui déterminent ce que font les banques centrales en 2023. Parce que pour l'instant, le menu, c'est resserré. Oui, ça reste l'inflation. 75 points de base, sans doute, délivrés par la Fed encore à la réunion du mois de juillet. Et on attend toujours la première... inscrit. Oui, ça a l'air d'être la probabilité à 100%. On attend toujours la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Là, ça serait surprenant qu'il ne fasse pas 25 points de base. Au minimum. Au minimum. Alain, vos commentaires, effectivement, sur cette première approche que nous livre Nicolas Braun. Oui, vous constatez, vous aussi, que des indicateurs inflationnistes sont en train, entre guillemets, de se retourner pour laisser place à des préoccupations liées à la croissance? Disons que l'inflation, elle est là, on la mesure, elle a été accélérée par des facteurs exogènes à cause de l'Ukraine, notamment sur le pétrole et le gaz, mais elle était déjà là avant. Et ce qui est sûr, c'est que pendant 1 ou 2 trimestres, on a entendu des entreprises qui nous disaient que, compte tenu de la reprise qui était en cours post-Covid, finalement, toutes les hausses de prix passaient. Donc, jusque-là, les résultats des entreprises, c'était plutôt
décevant en chiffre d'affaires parce qu'on n'arrivait pas à produire, on n'arrivait pas à avoir le personnel, problème de staffing, problème d'approvisionnement, pas de semi-conducteurs dans l'automobile. Et donc, chiffre d'affaires un peu en dessous, mais marge très bonne. Là, on est dans une étape où globalement, quand l'inflation est à 7 et les salaires sont à 3, il y a bien un moment où, en tout cas, le consommateur de base, il est obligé de faire des arbitrages. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on arrive, maintenant que l'inflation arrive chez les consommateurs et non plus seulement chez les producteurs, ça commence à coincer du côté du consommateur. Donc là, de deux choses l'une, soit on consomme moins, ce qui est en partie le cas, soit les entreprises commencent à être un peu plus agressives en prix, ce qui commence à peser sur les marges. Et dans les deux cas, alors qu'avant... Agressif dans le sens de discount. C'est des prix, oui, bien sûr. Et alors qu'avant, on était dans un phénomène de restockage, parce que les entreprises se disaient, finalement, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut commander pour faire du stock. Là, maintenant, elles commencent à se dire, on va peut-être un petit peu déstocker, parce que finalement, à l'automne, si ça se trouve, la consommation, notamment, elle va s'effondrer, ou tout, elle va beaucoup baisser. Donc forcément, tout ça entraîne un rétropédalage qui est récessif. On ne le voit pas trop sur l'emploi pour l'instant. On ne le voit pas sur l'inflation, parce que finalement, l'inflation met beaucoup de temps avant d'arriver jusqu'au consommateur. Entre autres, parce que les groupes industriels, ils ont parfois budgété leurs achats sur un an. Il y a des couvertures. Aujourd'hui, on achète l'électricité à un an à 450 € du mégawatt. Mais ça se verra dans les prix dans un an. Ouais. Donc il y a plein de phénomènes décalés qui font que même si déjà l'économie ralentit, même si déjà la demande baisse, l'inflation, la marée montante de l'inflation, elle continue de monter alors que même déjà la tendance sous-jacente, elle est en dessous. Et du coup, pour les banques centrales, c'est ça qui est compliqué. Parce que même si elles ont bien conscience que la marée est en train de redescendre, on a encore le courant montant qui domine. Ouais. Et donc, elles durcissent le ton, parce qu'elles sont obligées à cause de l'inflation qui tétanise tout le monde, alors que les actions récessives sont déjà très à l'œuvre. Donc, du côté de la bourse, on a des boîtes qui, pour l'instant, n'ont pas été trop alarmistes, des résultats qui n'ont pas trop mal tenu. En revanche, des taux qui, eux, ont beaucoup monté. Donc ça a pesé, évidemment, sur les valorisations. Et maintenant, on a des multiples de valorisation qui, en apparence, sont assez bas, mais modulo sur des résultats d'entreprise auxquels on ne croit plus trop. Ouais. Alors, ce qui est en train de changer, c'est que les taux longs, eux, alors que les banques centrales augmentent les taux courts, ça c'est sûr, et c'est pas terminé, les taux longs, depuis un mois, ils commencent à plafonner un peu. Alors, la Banque centrale européenne a aussi expliqué qu'il ne fallait pas que l'Italie parte en vrille, donc ça s'est un peu calmé le jeu, mais même en Europe et aux États-Unis, on voit bien que les taux longs, aujourd'hui, souverains, pas d'entreprise, commencent à jouer la récession en se tassant, alors que les entreprises, le spread continue de monter. Donc, sur les obligations d'entreprise, on ne gagne pas encore de l'argent, parce que même si les taux longs se calment, souverains, la prime pour les boîtes, elle augmente parce que... Il y a le risque de spread. On craint que les résultats soient moins bons, donc c'est plus dur de rembourser, etc. Sur la consommation, c'est un point intéressant. Il y a un moment de vérité peut-être à l'automne. Intuitivement, quand on regarde quand même ce qui se passe cet été, le secteur du tourisme, du loisir, de l'entertainment en général, les indicateurs sont plutôt positifs. On a toujours cette réserve d'épargne, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on peut en discuter, mais c'est vrai que est-ce qu'il faut s'extraire un peu du bruit médiatique lié à l'inflation, consommation de base, etc. Est-ce qu'on peut constater qu'il y a quand même un appétit de consommation toujours... Il y a un effet post-Covid, notamment dans des pays comme la France ou l'Espagne, où justement les services qui ont beaucoup... Enfin, aujourd'hui, on a une Allemagne qui souffre de l'industrie, alors que France et Espagne, quelque part, ont un effet rattrapage sur les services, loisirs, vacances, qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Mais en tout cas, il y a encore un effet de... Les gens se lâchent, parce que le nombre d'événements d'entreprises au deuxième trimestre en région parisienne, j'ai jamais vu ça. Ouais. Alors, tous les traiteurs sont pleins, etc. Ouais. Mais il y a un effet de rattrapage post-Covid. Mais j'ai peur que d'ici quelques mois, une fois qu'on aura fait la fête parce qu'il fallait bien, les entreprises vont commencer à serrer les budgets et ça va peut-être moins simple. Donc, il faut pas. C'est pas parce qu'on a une base très faible liée au Covid qui fait que sur le tourisme, oui, il y a un effet rattrapage. Mais il demeure que globalement, la classe moyenne, elle a un budget et quand l'inflation est à plus 7 et que les salaires sont à plus 3, quand tout passe dans l'électricité, le gaz et autres. Et encore en France, rappelons que. On a beaucoup modéré. Enfin, l'État et EDF prend beaucoup à sa charge de la charge électrique. En Angleterre, où il y a toujours eu une notion de la vérité des prix, la facture d'électricité a augmenté de 50% en avril, elle va remonter de 40% à l'automne. Et rappelons que le mégawatt acheté en prix de gros, qui était à 40-50 €, là, il y a 450 dans un an, voire 700 pour l'automne. C'est ce que vous disiez. Alors, tout le marché n'est pas à ce prix-là. Il y a quand même du nucléaire qui reste facturé à 42, mais... Ça fait que le prix moyen d'électricité en France, il est autour de 100 € le mégawatt, en gros. Ce qui veut dire pour le prix final, il devrait être 50% plus élevé qu'il n'est aujourd'hui. Florent, je reviens à la dynamique des marchés. Là. Est-ce qu'il y a des dynamiques sectorielles qui ont évolué
Dans des marchés qui restent baissiers, hein, je crois Oui, tout à fait. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Là-dessus. Non, moi je voulais dire un mot du secteur technologique et du Nasdaq. La dernière fois qu'on s'était vu, on était sur une ligne de crête et il y avait les généraux, donc Apple, Microsoft et Tesla, qui tenaient la cote. Ces généraux-là ont fini par craquer et donc ça a permis au Nasdaq d'atteindre des objectifs de baisse de 15 à 20% supplémentaires. Et à ce niveau-là, on était sur un sentiment de marché tellement horrible et sur une participation, donc le nombre de titres qui monte tellement faible qu'on a eu un rebond la semaine dernière de 4 à 5%. Donc pour l'instant, on est à ce stade du rebond technique. Néanmoins, il y a quelques éléments plus constructifs que j'ai constatés et dont je voudrais te faire part. Bien sûr. Le premier, c'est que les titres qui avaient été le plus massacrés et qui ont commencé à baisser en premier, donc tous ces titres qui ont énormément profité de la pandémie, comme les Zoom vidéo, etc., ce sont des titres qui n'ont pas fait de nouveau plus bas pendant que les indices en faisaient. Et si on regarde le symbole de ces titres-là, c'est le ETF de Cathie Wood, Arc Innovation, qui a fait un point bas début mai et depuis n'est plus attaqué. Donc ne fait pas de nouveau plus bas. Donc ça, on est dans la période la plus longue depuis le début de la correction sur le Nasdaq. On n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc ça, c'est une première information qui est plutôt constructive. Sur la tech la plus spéculative, voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà. D'accord. Le deuxième point, et ça tout le monde l'a constaté, et aller en parler, c'est que les valorisations et les multiples se sont très fortement compressés. Et moi, je constate quand même certaines incohérences d'un point de vue de valorisation sectorielle. Coca-Cola et PepsiCo sont des boîtes magnifiques et ont fait des résultats exceptionnels au premier trimestre. Mais de là à se payer 50% plus cher qu'un Alphabet, bon, moi je commence à me poser des questions et probablement qu'il y a des acheteurs qui vont se manifester et qui ont déjà commencé un petit peu à se manifester. Et le troisième point, c'est qu'il y a des titres qui ne sont pas leaders simplement Nasdaq, mais deviennent leaders sur le marché au global. Qui sont leaders donc face à des grands indices comme S&P et MSCI World par exemple. Et il y a une thématique qui ressort très bien et on le comprend pourquoi avec le contexte géopolitique, c'est la thématique de la cybersécurité. Et là vous avez des titres comme CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet qui font des nouveaux plus hauts face à des grands indices. Donc ça montre qu'il y a quand même de l'intérêt et c'est quelque chose, c'est un élément qui est nouveau. Parce qu'on n'est plus en train de tout jeter et on commence à faire le tri au sein des valeurs. Il y a ici et là des signaux faibles de force de marché qui sont instructifs. Alors, encore une fois, on est dans un marché baissier, ça va rester volatile. Mais en tout cas, on est à mon avis dans une situation qui est différente par rapport au 30 avril ou quand j'étais venu. Et voilà, il y a quand même des signes de force. Et le dernier point, c'est le fait que on a commencé à avoir des bribes de publications sur le secteur de la tech. La semaine dernière, il y a eu 2 publications au sein des semi-conducteurs qui étaient riches d'enseignements, à mon avis. La première, c'était Micron, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les puces mémoire, mais surtout à destination du hardware, donc tout ce qui est PC, smartphone, console de jeu. Donc tout ce qui est consommation discrétionnaire. Et là, on fait un warning sur les perspectives. Là, c'est compliqué. En revanche, Samsung, qui fait aussi du smartphone, mais qui de l'autre côté fait du serveur et du cloud, là, ils ont complètement réussi à compenser. Et la demande, pour l'instant, ne faiblit pas sur le cloud. Accenture, pareil. Publication il y a 2 semaines à peu près. Eux, le discours, c'est de dire on ne voit pas de ralentissement au S2. Et il explique par 2 raisons. C'est que les tendances sur le cloud, et notamment sur tout ce qui est big data, intelligence artificielle, ils nous disent qu'on n'est qu'au départ. Donc la demande va encore être très forte. Et surtout, c'est le fait que dans un contexte d'inflation où on recherche des économies de coûts, passer au cloud pour les entreprises, ça fait 1, des gains de productivité, 2, des économies de coûts importantes. Donc, il commence à y avoir des bribes de choses positives. Et pour moi, voilà, la situation est quand même assez différente de ce qui se passait il y a quelques... Sur ces segments-là que vous citez, Florent, on peut revenir à un investissement un peu plus fondamental. Il y a eu peut-être une bulle de valorisation parce que excès Covid, parce qu'on voulait prolonger les trajectoires, etc. Et puis le phénomène des équilibres offre-demande qui a exacerbé tout ça. La partie semi-conducteur a quand même bien corrigé sur le marché, des baisses de 30-40%. Alors je mets tous les acteurs dans le même sac et il faut sans doute les différencier. Bien sûr. Vous dites on est revenu à quelque chose en termes de valorisation
qui est plus en lien avec les fondamentaux de ces boîtes. Et si on prend les fondamentaux, Pour l'instant, la il y a pas de- trajectoire, elle n'a pas été abîmée Non. par... non. Quand je dis les fondamentaux, c'est les perspectives de croissance, sûr. de profit, etc. Bien sûr. Non, à mon avis, pour quelqu'un qui a le temps et qui est investisseur de long terme, bah oui, il faut commencer à acheter les segments que j'ai cités parce que de toute façon, le point bas, il n'attrapera pas. Donc, on est sur des niveaux de valorisation, à mon avis, qui commencent à être attractifs et il faut commencer à se positionner. Partagez ce constat, Nicolas, sur des segments, des thématiques précises de marché? Oui, c'est intéressant ce que dit Florent. On constate à peu près le même phénomène et j'ai la même sensibilité en tout cas sur des titres qui ne font pas des nouveaux points bas, sur nos grandes valeurs du CAC, là, les calls, Oui. les 4. Ils ne font pas de nouveaux plus bas. Oui. Le marché a été... Donc le tenté cas de faire des nouveaux Kering, plus le bas, H de Hermès, de L'Oréal, le O de L'Oréal de LVMH. et LVMH. Là, à ce stade, on va avoir de ce groupe-là... Alors, L'Oréal, on va voir. Mais les autres, LVMH et Hermès, on n'aura aucun signe d'inflexion de la demande au regard du T2. Aucun. Au contraire, ce que tout le monde sait, c'est qu'en Chine, c'était fermé. Oui, donc, ce ne sera pas mais une surprise. ailleurs Ouais, je comprends. les niveaux d'activité ont été soit bons, soit très Travel bons, retail, soit très bon. excellents. Soit excellents. Donc oui, je partage ça. Sur la technologie, qui est depuis 2000, la technologie, c'est en avoir ou pas, c'est plus important de savoir répondre à cette question que de faire un call directionnel sur un indice, parce qu'en fait, on se trompe plus souvent. La tech, on en a besoin. Le sujet que pose, j'ai pas la réponse, qu'a posé la période 2020-21, donc de la pandémie, ce que disait Florent, c'est que ça a pris une telle importance dans notre vie, qu'évidemment c'est incontournable, donc il faut en avoir, sauf que c'est tellement incontournable que c'est politiquement hypersensible. C'est un secteur avec des géants pour lesquels la tentation des politiques de réguler est grande, et il n'y a pas de signe que ça va s'arrêter. Et puis, avec un risque que certains modèles, et c'est là où il faut faire de la différenciation, évoluent vers des modèles de utility plutôt que d'acteurs purs de la technologie. Vous pensez à quoi, par exemple Des choses qui Nicolas deviennent des services publics. Le cloud, par exemple, ça devient une Peut-être commodité? Peut-être pas le cloud, peut-être pas le cloud, mais l'accès à des données ou à des services. Voilà, c'est un sujet de réflexion. Donc, Bien sûr. je suis tenté de partager parce que j'ai envie d'être optimiste. Oui, on a le droit. On a la récession. droit. J'ai commencé par vous dire que la récession Oui. arrive, que la demande est mal en point. Mais c'est aussi la récession la plus télégraphiée de notre expérience professionnelle. J'ai vu que dans Google Search, le mot récession n'a jamais été autant recherché de l'histoire. Lorsqu'elle sera Il n'y a là, pas Google la dernière récession. Il n'y avait pas Google. Oui, on va en discuter. Mais lorsque oui. la récession sera là, il faudra soit l'acheter, soit l'avoir acheté. Enfin, je pense, Ouais. Donc sur la tech, il y a des éléments qui montrent qu'il y a une différenciation, il y a des opportunités. On voit un ASML qui baisse de 40 ou 45%. Ah oui. C'est intéressant l'exemple d'ASML. Il faut regarder. Sur la pression politique qui Ouais. s'exerce sur Absolument. un groupe Absolument. européen vis-à-vis des blocs Alors, cela adverses. dit, oui, bien sûr, SML, il y a eu effectivement la semaine dernière des pressions américaines pour qu'ils ne vendent plus aux Chinois. Ouais. Mais rappelons d'abord que c'est que 15% de leur chiffre d'affaires Mhm. et qu'aujourd'hui, ils ne vendent déjà pas aux Chinois le NEC plus ultra, enfin, les plus belles machines. D'accord. Donc il s'agit d'un truc qui de D'accord. toute façon est en extinction progressive. Donc c'est pas aussi grave que le marché l'a dit. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut se rappeler, c'est que depuis, en gros jusqu'au mois de mai, un certain nombre de très belles valeurs ont baissé, non pas parce que le résultat était affecté, mais tout simplement parce que les taux montaient. Oui, problème Donc de les multiples valorisation. de valorisation, typiquement SML par exemple, mais pas que, ont beaucoup souffert pour des raisons de purs multiples et pas des raisons de résultats. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien les taux longs souverains commencent à anticiper cette récession, donc les taux longs ne montent plus vraiment, et le marché est en train de changer parce que justement, ce sur quoi il va se focaliser maintenant, c'est quelles sont les sociétés qui vont réviser leurs résultats à la baisse ou pas. Et dans ce cadre-là, des ASML, des téléperformances, qui n'a cessé de sortir des bonnes nouvelles depuis 6 mois, voire 1 an. Téléperformance, c'est passé 420 à 300. Et je note que depuis quelques semaines, ça ne bouge Baisse plus. plus. Ça Ouais. tient. Ouais. Parce que quelque part,
ils seront peut-être affectés, mais a priori, ils n'ont pas de problème d'inflation, à part éventuellement les salaires, mais ils sont très diversifiés. Donc, côté inflation, ils ne sont pas très menacés. Côté demande, il y a plein de raisons qui font que la demande va rester soutenue. Donc, une boîte comme celle-là, je pense qu'au niveau résultat, elle va plutôt se distinguer positivement, avec des résultats qui resteront toujours aussi bons malgré la récession. Et en termes de multiples, elle est devenue abordable alors que les taux ne montent plus. Donc, ce genre de sociétés qui ont beaucoup souffert dans les précédents mois, aujourd'hui, ça me paraît plutôt des sociétés qui vont rester. Et la tech en général aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de value et cyclique ? Si on prépare cette séquence de marché sur fond de taux stabilisés et qui ne monterait pas au-delà des niveaux, des pics qu'on a pu atteindre, est-ce que ça veut dire la que récession, elle va c'est une nouvelle rotation qui commence ? Oui, parce que la récession, elle va affecter les valeurs cycliques finalement. Celles qui, la question, c'est Celles qui ont déjà intégré aussi en termes de valorisation peut-être une récession ou en tout cas un ralentissement sévère. L'automobile, les banques, le price to book, c'est revenu à 0,5. L'automobile, on pourrait argumenter qu'elle a des difficultés depuis pas mal de temps, donc quelque part, c'est déjà un peu dans les cours. Mais en revanche, les sociétés, je sais pas, des questions comme Arcelor ou des choses comme ça, bon, j'ai pas la réponse, mais là, ça peut être beaucoup plus volatile potentiellement. Florent, je vous vois acquiescer, oui. Non, alors sur le, est-ce qu'il faut plus avoir de cyclique et de value, je suis pas sûr, parce que de toute façon, ce qui est très compliqué, je trouve, c'est de se situer sur l'échiquier récessif, de se dire, est-ce qu'on est sur une récession technique, ou est-ce qu'on va jusqu'à la déprime? Et là, il y a un spectre qui est assez large, donc probablement qu'on est au milieu. Personne ne sait comment l'inflation va évoluer finalement, et voilà, se situer sur cet échiquier récessif-là, c'est très difficile. Si on est simplement sur une récession technique, le marché, il a anticipé quand même beaucoup de choses. Ouais. Par contre, si on est à l'autre bout du spectre, il y a encore du grain à moudre. Ouais. Donc, après, l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, si je prends le secteur de la santé, par exemple, nous, on est positionné sur une valeur qui s'appelle Novo Nordisk, donc qui est une valeur très chère, de croissance, mais qui a des tendances qui sont tellement fortes qu'elle n'a pas subi de contraction de ses multiples. Mais ça n'empêche pas d'être positionné sur Sanofi, qui est une valeur qui est plutôt value. Et là, c'est une histoire qui est totalement différente de délivrance sur la pipeline, de restructuration. Donc nous, on est plutôt sur une stratégie un peu barbell. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'on mixe un peu on mixe un peu les choses, parce que de toute façon, Pardon ? Elle est value, mais elle n'est pas cyclique. Elle n'est pas cyclique. Oui, bien sûr, c'est du défensif. Oui. Ouais. Mais vous dites qu'il ne faut pas être dogmatique dans ces périodes, dans ces phases de marché. Pareil d'un point de vue d'allocation sectorielle. Effectivement, on aime bien les valeurs défensives. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir de l'automobile et des banques si j'incarne la value à travers... C'est pas pareil. Parce que l'auto, elle est déjà au fond du trou. Ouais. Et quelque part, ça fait 2 ans et demi que la demande est bridée. Donc on peut supposer que le jour où ils pourront produire, même si tout va mal, la demande, il y a un effet. C'est un peu comme le post-Covid. La demande, elle ne s'évapore pas. Il y a un moment... Si. Enfin... À force de supprimer l'automobile, Nicolas, vous avez la parole après. À force de supprimer l'automobile et de pousser l'électrique, il y a une partie qu'on ne va pas retrouver. Mais il y a quand même un besoin de renouvellement du parc, j'imagine, qui, après 2-3 ans d'attrition, va finir par... Ça contribuera à on aura acheté une occasion d'ici là, entre-temps. Les occasions sont hors de prix. Oui, mais tout ça, une voiture neuve aussi, aujourd'hui. Non, mais de toute façon, le marché de l'auto, il est fait aux 2/3 de l'occasion. Donc, de toute façon, ça, c'est un Mais il y a quand même un parc qui est un petit peu sous pression en ce moment. Donc, l'automobile, à la limite, je dirais qu'elle est déjà très bas en valo. Et puis, il y aura un retard de demande. En revanche, les banques, c'est très macro. Les taux ne vont plus vraiment monter. Et les entreprises vont... tout va devenir plus difficile. Oui. Donc, on peut imaginer que les banques vont avoir plus de risque de prêts non performants, etc. Enfin, la boucle, économie réelle, les taux vont monter, donc il y a les systèmes financiers. Mais en même temps, le coût du risque va augmenter et il y aura surtout beaucoup moins de demandes, notamment sur les emprunts hypothécaires. Les emprunts immobiliers, je pense que la demande va chuter. Nicolas, sur ces considérations value, puis je veux bien qu'on dise un mot de l'euro-dollar aussi, quand même, ça reste le fait marquant de ce... Sur la value, je ne suis pas value investor, donc le propos risque d'être un peu caricatural, mais les banques, ça fait 22 ans qu'on ne gagne pas d'argent avec et que les barbares sont partout, que les taux vont monter un jour, donc elles arrêteront de détruire et nous arrêterons de détruire de la valeur parce que nos fonds propres ou l'argent du cash des clients est... Ce serait une bonne chose quand même d'avoir un système bancaire enfin en ordre de marche, la tête à l'endroit. Investir dans une entreprise, c'est se projeter avec cette entreprise sur les 5-10 prochaines années. Pas juste faire un coup de trading parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Le temps que la BCE mette ses taux à 1,75, on sera déjà en récession depuis 6 mois, donc elle ne le fera peut-être pas.
Donc non, les banques, je trouve que c'est pas très intéressant. Et l'automobile, ça a été un secteur passionnant, mais l'automobile est engagée dans un processus auquel elle ne croit pas. Et les consommateurs y vont... Certains y croient moins que d'autres. Parce qu'on est subventionné. Oui, mais les meilleurs n'y croient pas. Donc Carlos Tavares, il le dit clairement. Et la machine a créé de la valeur là-dessus, alors qu'on n'est pas leader sur des éléments centraux du véhicule électrique, comme les batteries. C'est la Chine qui est leader. Enfin, il n'y a pas photo. Et puis le vrai sujet du marché automobile, c'est la Chine plus que le marché européen. Le marché européen, il a un peu conjugué toutes les difficultés. Et ça a commencé avec la régulation, la réglementation. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il y a une réglementation, ils ne l'avaient même pas vu venir. C'est devenu un sujet politique, l'automobile. Quelle est notre valeur ajoutée, nous qui investissons dans des modèles d'entreprise? J'ai adoré l'automobile, mais c'est très très compliqué. Très compliqué. Quel est le secteur qui n'est pas politique aujourd'hui, Nicolas? On a parlé de la tech, vous l'avez dit vous-même, il y a une tentation. L'automobile, c'est devenu politique. Pas toute la tech. Les utilities, ça y est, c'est complètement administré. Berlin sauve Uniper. Oui, mais on franchit encore des étapes. Il y avait quand même des pays où c'était peut-être un peu plus libéralisé que d'autres. La santé est un sujet politique dans la mesure où ça coûte tellement cher au budget que la capacité à prendre en charge cette dépense par la communauté est un sujet. Mais sinon, on est passé par une pandémie. On a démontré qu'on était prêt à défendre nos populations pour trouver les éléments pour renforcer le dispositif sécuritaire. La santé est un domaine d'investigation qui est très très riche. Et il y a les big pharma. Moi, je diverge un peu avec Florent, parce que Sanofi, ça a été une boîte magnifique. Ça fait 20 ans qu'ils découvrent rien. Quand ils ont découvert des bonnes molécules, c'est parce que c'est Regeneron qui les a trouvés. C'est leurs associés. Leur acquisition américaine. Donc c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Alors moi, je préfère ceux qui innovent et mettent sur le marché. Mais on trouve encore, Nicolas, moi j'ai souvent entendu les investisseurs, les gérants me dire, c'est une règle un peu intuitive, mais plus l'État est présent dans un secteur ou plus le secteur est administré, politisé, plus je vais en être éloigné. Aujourd'hui, l'administration des économies est de plus en plus importante à tout point de vue. Donc pour des gens de marché, c'est compliqué si on veut respecter cette règle de ne pas être près de là où le politique se trouve. Oui, mais de toute façon, c'est aussi la richesse de notre métier, c'est complexe. Mais dans la santé, vous avez des éléments de protection par rapport à ce risque-là qui sont plus grands que quand vous êtes le régulateur du prix de l'électricité et en plus vous prenez pour en devenir le propriétaire. Et alors, il faut surtout pas revenir en arrière et lâcher prise là-dessus. Il faut s'éloigner le plus possible de l'immixtion du politique, parce que partout, le politique est faible, la légitimité politique n'existe pas. Et donc, on va avoir il y a une demande incroyable des opinions publiques de voir un politique et des États de plus en plus présents pour administrer certaines activités. Quand même, la demande, elle est là pour plus de politique et plus d'administration. Nous qui représentons des clients qui investissent, on doit faire attention à ces zones où l'État va être tenté d'avoir un avis sur tout. Je comprends. La France est plutôt dans les... Aujourd'hui, il n'y a pas que elle. Non. C'est quand même un phénomène assez global. Oui. C'est absolument global. C'est absolument partout. Les États-Unis, le Royaume-uni, les libéraux n'y échappent pas. Et vous dites en France, on a une expérience en la matière. On a une expérience pour parler et moins agir. Là-dessus... Prenons l'exemple d'EDF. Bah oui. Voilà, EDF, une entreprise qui a été malmenée, j'allais dire comme la SNCF, mais depuis pas mal d'années, à qui on a imposé d'arrêter le nucléaire avant de finalement, mais un peu tard, mais beaucoup trop tard, lui demander d'en faire, à qui on demande de plafonner les prix quand l'État n'a pas le courage de le faire, donc ce qui est une sorte d'assassinat du minoritaire. Et puis quand ça va finalement très mal, on nationalise parce qu'il va falloir faire un tel plan d'investissement que ce serait insoutenable pour un actionnaire, pour des gens normaux, qui font de la finance normale. Enfin, c'est 10% du ça capital leur d'EDF. D'où la raison de sortir. Mais quelque part, EDF, aujourd'hui, s'il pourrait sortir à zéro
parce qu'ils vont devoir mettre tellement d'argent derrière sur la table. En fait, ils nationalisent les pertes. Donc ça va devenir une entreprise comme la SNCF, soumise à des arguments tout sauf économiques, mais politiques, stratégiques aussi peut-être. Recréer l'indépendance énergétique de la France, ça va coûter très cher. Et ça, quelque part, c'est pas pour une société cotée. Et c'est ce qu'il faut faire, même pour des gens de marché, même pour des gens qui respectent la loi du marché. Disons que pour un minoritaire d'EDF, il est urgent de laisser ça à l'État et de ne plus s'en occuper. En revanche, après, en tant que contribuable ou électeur, chacun a un devoir de se positionner dans l'élection pour dire à l'État est-ce que ce qu'il fait est une bonne idée ou pas. C'est un autre débat. Mais c'est vrai que les secteurs trop régulés, mais par exemple, je prends l'exemple de la Compagnie des Alpes, qui est une très belle société, mais où il y a la Caisse des dépôts et les banques de Savoie dans le capital. Finalement, cette société, elle fait de l'aménagement du territoire. Son objectif, c'est que les stations de ski soient bien remplies, que les propriétaires immobiliers des stations, des communes, des délégataires s'y retrouvent, et que la région soit dynamique. Accessoirement, elle gagne de l'argent. D'accord. C'est de l'administration de biens, quoi. Disons qu'en tant qu'actionnaire minoritaire, il y a d'autres enjeux, si vous voulez. Je comprends. On dit un mot de l'euro-dollar Florent, je ne sais pas si le sujet vous inspire ou autre. Oui, mais après, voilà, sur l'euro-dollar, on comprend pourquoi ça baisse. Il y a des problématiques conjoncturelles de balance commerciale, de faiblesse des exportations, et puis un risque de récession qui apparaît énorme aujourd'hui. Je crois que si on... c'est pour la partie euro. C'est pour la partie euro, tout à fait, ouais. Si la Russie venait à couper l'approvisionnement en gaz, ce qui est hautement probable aujourd'hui, je crois que la Bundesbank a estimé à 3% de récession l'année prochaine. Donc vous pouvez compter un peu plus, à mon avis. Et puis, il y a des problématiques structurelles également, de fragmentation de la zone euro, et politique et géopolitique désormais. Donc on comprend pourquoi ça baisse. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Ça, c'est compliqué de savoir. C'est compliqué de savoir. Après, voilà, nous, dans le stock picking, c'est une variable de plus qu'on va prendre en compte pour bien choisir les titres. Et évidemment, on va essayer de chercher des titres qui sont pas net importateurs. Et aux États-Unis, il faut également faire attention. Mais il y a quelques entreprises qui ont commencé un petit peu à avertir là-dessus. Il y a eu des alertes. Microsoft a fait un petit warning en disant attention, sur le prochain trimestre, il y aura un impact de change. Donc, ils ont baissé leur guidance de BPA. Accenture également a baissé sa guidance de BPA. Donc, ça y est, ça commence un petit peu à se voir. Et les analystes font un petit peu le boulot quand même sur cette partie. Sur la parité euro-dollar, et quand je dis parité, c'est parité quasi parfaite. On va dire, puisqu'on est à la veille de la période de publication de résultats, que au moins là, c'est clair, ça va être un élément négatif pour les sociétés américaines et positif pour les européennes. L'impression que ça donne, on va écouter avec beaucoup d'attention ce que disent les entreprises, mais c'est qu'elles vont rester en Europe assez modestes sur le sujet. C'est-à-dire pas extrapoler, pas s'arroger cet élément pour lequel elles ne sont en rien. Mais c'est un élément positif. Pour une fois qu'on a des éléments positifs en Europe, on prend. Oui, positif, ça renchérit énormément le coût des importations de matières premières, de ressources de base. Si elle rebaisse, on n'en parlera pas moins. La dernière vague de baisse de l'euro s'est accompagnée d'une vague de baisse des matières premières, et donc au final, on s'en sort plutôt pas mal. Oui, sur les dernières semaines, j'entends, bien sûr. Je crois que l'enjeu de la publication à mi-année est ailleurs. D'ailleurs, ça va être un exercice très délicat, parce que déjà en termes de communication, nous, en tant qu'investisseurs, on pense, sans savoir mettre de chiffres, que les chiffres des analystes ne sont pas bons. Mais est-ce que c'est trop haut, de 5, de 10, de 15 ? On sait que l'idée qu'on se faisait en début d'année, qu'on était parti pour une nouvelle année de croissance des résultats nets par action de 8% sur l'année, ça sera peut-être moins 8. Voilà, on n'en sait rien. Voilà. Mais on sait qu'il y a un décalage entre ce que pense le marché et les consensus. On s'attend donc à ce que, en tant qu'investisseur, à ce que les entreprises aient un diagnostic lucide. Ok, c'est bien d'avoir dit ça, parce que c'est quoi être lucide ? Si on voit le risque de déception sur la top line, on y verra la confirmation d'une inflexion du cycle, et que donc, ce qui a si bien tenu jusqu'alors, jusqu'au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, il y a un indice de retournement. La base de profit des entreprises. Voilà, le niveau d'activité. Oui.
Et s'il y a des déceptions sur la marge, et que cette déception résulte de la hausse des coûts de l'énergie, de la hausse des coûts de la ressource humaine, de la non-disponibilité de la ressource humaine, de la non-disponibilité des semi-conducteurs, des ceci, des cela, parce qu'il y a plein d'éléments de déficit d'approvisionnement, donc les problématiques de supply chain, on va également avoir une déception. En fait, les seuls points où on n'est pas déçu, c'est les entreprises qui disent il y a un peu de moins de marge que prévu, mais c'est parce que j'ai préparé 2023. Ouais. Et on va en avoir. Je pense qu'on va en avoir. Mais évidemment, ça restreint énormément le spectre des bonnes nouvelles positives. Possible. Ça va être compliqué. Hein. Et alors, les boîtes qui vont nous dire il y a des bons chiffres, on va dire oui, mais pour l'instant, ça va. Mais ça ne va pas durer. Voire vous êtes des menteurs, j'entendais, c'était un analyste pharma qui me disait ça la semaine dernière, parce qu'il a déjà fait un peu le tour des big pharma, donc il me dit, franchement, normalement, il n'y a pas d'accident possible, ils ont tous des bons résultats à arriver. Il me dit, le problème, c'est que s'ils ont des trop bons résultats et qu'ils se sentent obligés de relever leurs perspectives, le feront-ils ? Parce que le reste du marché sera dans une position sans doute très différente et que certains patrons ne voudraient pas afficher de résultats trop éclatants et des perspectives trop voyantes quand les autres sont obligés de réduire la voilure. Il y a 3 semaines, ils ont fait un profit upgrade assez sensible. Et le truc a perdu 15% dans les 4 jours parce que personne n'y croyait. Le marché, si ça monte tellement maintenant, c'est que c'est encore plus horrible après. C'est pas le moment de réviser à la hausse. US, en fait, il y a un risque avec Capgemini, par exemple. Voilà, dans ce qu'on a lu ces derniers jours, il y a un risque avec Capgemini. Sur la base de ce que disait, je crois, Florent tout à l'heure sur Accenture. Ouais. Normalement, ils sont partis pour faire un upgrade. Ils ont tous les éléments pour réviser à la hausse. À quoi ça sert de faire un upgrade alors que voilà un titre qui a fait un nouveau plus bas. C'est vrai. Ces 3 dernières semaines. C'est vrai. Donc, l'exercice de communication est délicat. C'est aussi pour ça qu'on va les regarder avec autant d'attention, parce que à la fin de l'histoire, le marché va nous dire des choses. Les 15 prochains jours vont être très très intéressants. Ça va être très concentré, comme chaque fois, les publications du premier semestre. Juillet. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Donc il y a 3 semaines un peu intenses. Si je voulais qu'on dise un mot quand même, le deal dans le travel retail, je l'ai mis à la une. Alors il faut en dire un petit mot quand même. Dufry, le Suisse, leader mondial des duty free, qui rachète Autogrill. C'est des enseignes de notre quotidien, sur les aires d'autoroute, dans les gares, etc. C'est ce qu'on appelle le travel retail. Qu'est-ce qu'on retire de ce deal Je sais pas trop. Nicolas, qui vous enthousiasme pas beaucoup plus que ça pour dire les choses. Mais Dufry n'a pas eu besoin de la Covid pour voir sa profitabilité s'éroder. Les concessions autoroutières, aéroportuaires, les gares, vous avez des problématiques depuis longtemps de coûts d'implantation, de ressources humaines, allez, on va dire défensif, c'est ce qu'on se disait hors plateau tout à l'heure, au mieux. C'est pas très intéressant. Les deals vraiment intéressants, ce seront les deals par des acteurs très nombreux que nous avons en tête, qui toute l'année dernière, dès 2020 d'ailleurs, nous disaient nous sommes des prédateurs potentiels, c'est-à-dire que la croissance externe fait partie de notre modèle. Et toute l'année 2021, ils nous ont dit on n'en fait pas, c'est trop cher. Ouais. Eh bien, le jour où l'heure de vérité arrive, Sartorius Stedim fait une acquisition de taille, ça sera un signe que certes, sa propre valorisation a été ajustée, mais que ça crée aussi une opportunité stratégique de moyen long terme. Et on pourrait dire la même chose avec Dassault Systèmes qui a déjà complètement payé Medidata, etc., etc. Ça, ce sont des vrais deals qui seraient des signaux plus importants que les buybacks. Mais pas celui-là. Mais pas ce deal-là que vous considérez trop défensif. Je connais pas assez. Non. Un mot rapide là-dessus, Alain. Non, en fait, c'est un secteur qui est difficile. Et là, en l'occurrence, il faut rappeler que Dufry ne propose pas vraiment une prime pour se faire. Non, parce que le titre Autogrill baisse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une opportunité, c'est juste une consolidation de 2 acteurs dans un secteur compliqué. Donc, ça ne me paraît pas très attrayant. Et puis, juste sur le dollar, je pense qu'aujourd'hui, le marché, il a juste peur c'est la perspective d'une Europe sans gaz.
ça tétanise le marché, ça entraîne un flux vers les US. Oui, c'est difficile de mesurer les conséquences d'une rupture brutale, non souhaitée de l'approvisionnement en gaz russe pour les pays majeurs de l'Europe, Allemagne, Italie ou d'autres. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Dubrul, Claresco, Nicolas Brault, Autingre, Banque Privée et Florent Martini, Ports en Part, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est celui des matières premières. Et c'est Benjamin Louvet qui est à mes côtés en plateau pour en discuter. Gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec là. Les cycles de matières premières sont des cycles longs. Et il faudra sans doute avec vous rappeler les perspectives qu'on peut avoir pour certaines catégories de matières premières sur des horizons de long terme. Vous avez lancé récemment chez Ophi AM un fonds dédié aux métaux. Les métaux de la transition énergétique. Mais je veux quand même vous amener sur le court terme, Benjamin. Allons-y. La dynamique, je prends comme indice de référence l'indice CRB, l'indice Bloomberg, qui agrège un grand nombre de matières premières, énergie, industrie, agroalimentaire également. L'indice a piqué au mois de mai. Et depuis, on a quand même une correction substantielle. Le cuivre a peut-être corrigé de plus de 20%, le pétrole est peut-être sur un retracement de 15-20% également. Alors évidemment, tout ça est à mettre en comparaison de l'explosion des cours des matières premières qu'on a vécu depuis la période Covid, aggravée encore ces derniers mois par la guerre en Ukraine. Mais quand même, qu'est-ce qui se joue là à travers ce retracement significatif des prix ? Alors, il se joue deux choses. Il se joue, premièrement, une inquiétude sur la situation économique mondiale avec des banques centrales qui ont l'air absolument déterminées à juguler l'inflation et qui reprennent un peu le whatever it takes, cette fois-ci dans l'autre sens, avec l'idée qu'on sait que ça fera mal à la croissance, mais qu'il y a la nécessité de juguler l'inflation et pour ça de remonter les taux et donc potentiellement de ralentir l'économie. Donc forcément, une économie qui ralentit, c'est moins de consommation de matières premières et donc ça inquiète un certain nombre d'acteurs. Il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont dissonants, je vais y revenir. Le deuxième point qui justifie cette accélération depuis quelques semaines, voire maintenant quelques mois, on peut parler de pratiquement 2 mois, c'est le changement de point de vue, c'est l'attitude de la Chine vis-à-vis du Covid et cette politique zéro Covid. Il faut rappeler une chose, la Chine est aujourd'hui le premier consommateur mondial de métaux. Quasiment entre 40 et 50% de tous les métaux du monde sont consommés par la Chine. Donc quand vous avez un pays comme la Chine qui d'un seul coup ferme jusqu'à 50% de son économie, eh bien évidemment, vous avez un ralentissement de la demande de métaux. On l'a très bien vu sur certains métaux, comme le zinc, sur lequel la Chine est un gros producteur et qui, traditionnellement, est un importateur de zinc. Et depuis quelques semaines, la Chine est exportatrice nette de zinc. Donc forcément, ça entraîne une détente sur les marchés d'une façon générale. Ce sont les deux principaux facteurs. Et puis, il y a eu le facteur, effectivement, de la hausse du dollar. Vous le mentionniez dans votre émission d'avant, qui, là aussi, pèse un peu sur le cours des matières premières, puisque comme les échanges de matières premières sont libellés en dollars au niveau mondial, eh bien, quand le dollar monte, le pouvoir d'achat des autres devises a tendance à régresser, et donc la demande de matières premières a tendance à souffrir. C'est 3 facteurs qui expliquent une baisse, à notre avis, conjoncturelle de ces matières premières. Avec une exception quand même, qui est un peu troublante, c'est ce qui se passe sur les matières premières agricoles. Parce que là, pour le coup, effectivement, on a un impact dollar, certes, mais on a des prix qui sont revenus sur les niveaux où on était au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Or, il ne vous aura pas échappé que sur un certain nombre de céréales, un certain nombre d'oléagineux, la situation n'est plus du tout la même. Et donc là, on peut se poser naturellement la question. Alors, pour nous, le phénomène qui peut expliquer ça, c'est le fait qu'un certain nombre d'acteurs sont exposés au secteur des matières premières au travers d'indices, et que quand vous vendez les indices, vous vendez sans distinction l'ensemble des valeurs de l'indice, y compris les valeurs agricoles. C'est un indice de phénomène de marché lié au tracker. Un phénomène de flux, entre guillemets, qu'on peut craindre, que certaines banques centrales craignent sur les ETF avec le développement de ces gestions passives. Sur le secteur des matières premières, on est déjà peut-être impacté un peu par ça, du fait des dégagements globaux sur des secteurs qui ont bien gagné et qui, dans une période où on gagne moins bien sa vie sur d'autres pans du portefeuille, eh bien, on peut avoir intérêt à prendre des bénéfices pour remanier son portefeuille et payer une partie de ses appels de marge. Je reviens sur la partie énergétique et métaux industriels. Qu'est-ce qu'il faut discuter quand même peut-être dans le scénario que le marché s'est mis en tête ? Parce que ralentissement global, oui, sans doute, très probable.
récession dure, profonde, dès demain, pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je comprends en tout cas côté chinois, c'est qu'on est prêt à intensifier quand même les efforts de relance à travers de vieilles recettes qui visent à débloquer les super obligations pour les infrastructures, les ronds-points, les routes, l'immobilier, etc. Et je revois les scénarios. Alors, je crois que c'était Citi qui met le baril à $65, Goldman à 140. Bon, bref, évidemment, il y a derrière ces deux objectifs des scénarios très différents. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un scénario où le baril pourrait prendre encore 50% et un scénario où le baril s'effondrerait de 50% par rapport au point haut qu'on a atteint? Alors, on va commencer par les métaux, si vous voulez bien, parce que les métaux nous donnent des indications intéressantes. Et on parlera du pétrole aussi, on peut voir des choses dans le cours de ces matières premières. Sur les métaux, la première chose qui est intéressante à noter, c'est que quand on regarde la structure de prix à terme, les prix à terme, à 1 mois, à 2 mois de ces métaux industriels, on constate que malgré la baisse récente, on est sur des marchés où la structure de prix à terme reste ce qu'on appelle inversée, en backwardation, ce qui est un symbole de tension de ces marchés. Et quand on regarde d'ailleurs les stocks, les inventaires de ces métaux, eh bien on constate qu'ils sont sur des niveaux historiquement faibles. Donc on part vraiment d'une baisse conjoncturelle. D'autant plus que, vous le disiez, on est en décalage de cycle entre les Occidentaux et la Chine. Or, la Chine, je le disais, c'est 50% de la consommation de métaux dans le monde. Chine plus Asie du Sud-Est, c'est 70%. Donc, si on a des facteurs, la Chine baisse ses taux, elle a baissé les taux de réserve réglementaires, elle fait un plan de relance, elle met en place ses obligations qui soutient en plus les infrastructures, l'immobilier et la mobilité, qui sont des secteurs très consommateurs de métaux. Sauf après une profonde récession. Oui, je comprends. Il nous semble que sur ce secteur-là, on est peut-être allé un peu loin, là aussi sans doute, du fait des positions des spéculateurs, parce que quand on regarde les positions des spéculateurs, elles sont revenues au niveau où elles étaient, bon an, mal an, au moment de la pandémie. Donc on est vraiment, je dirais, peut-être au bout d'un mouvement de liquidation sur ces portefeuilles qui peut expliquer la baisse importante qu'on a connue, mais qui nous semble, nous, aujourd'hui, arriver un peu à son terme, sauf après j'entends. Une récession profonde, et qu'il pourrait continuer à avoir un peu de volatilité, parce que malgré tout, la Chine est quand même encore dans une politique de stop and go qui n'est pas complètement arrêtée. Macao arrête ses casinos aujourd'hui. Mais on sait qu'en octobre, il y a quand même le congrès du parti chinois, et donc d'ici là, il serait dans l'intérêt du président qu'on ait quand même une économie qui aille bien. Mais si et quand la Chine se mettra à relancer réellement, vous dites que ce sera un driver peut-être plus important pour les métaux que les ralentissements économiques qu'on aura observés ou qu'on observera. Pour moi, vous avez une mild recession sur une partie de l'économie qui représente 50% de la consommation, et la récession sera peut-être pas totalement égale partout. Et de l'autre côté, vous avez une vraie relance sur 50% de la consommation. Donc pour moi, oui, les prix des métaux devraient repartir à la hausse à ce moment-là, peut-être moins violemment que ce qu'on a vu avant, en attendant que la situation se stabilise en Europe et aux États-Unis, mais on devrait retrouver un chemin plus intéressant. Si on regarde le pétrole... Oui, qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur le pétrole? Beaucoup de gens commencent à dire oui, on est sur le pétrole exactement comme on était en 2008, et donc on est potentiellement avec une récession et donc un effondrement des prix du pétrole. Il y a une grosse différence sur le marché du pétrole. Là encore, si on regarde les structures de prix à terme, en 2008, on nageait dans le pétrole, et donc on avait une structure de prix à terme classique qu'on appelle en contango, avec des prix à terme plus élevés que les prix comptants, qui montrent en fait qu'il n'y a aucune tension et qu'on n'a pas de mal à trouver du pétrole. Quand on commence à avoir peur de manquer de pétrole, les prix comptants deviennent plus chers que les prix à terme. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer plus cher tout de suite pour être sûr d'avoir la marchandise. Et aujourd'hui, on est dans une structure où sur un an, on a cette structure de prix à terme avec $15 d'écart. D'accord ? Donc 15% de rendement. Si vous êtes financier et que vous portez cette position, vous engrangez 15% de rendement annuel. Donc on n'est pas du tout dans la même situation de tension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est malgré tout dans une situation de tension extrême. L'OPEP a revu à la hausse ses objectifs de production avec ses alliés dans l'OPEP+. Et malgré tout, ils ne produisent pas du tout à ces niveaux-là. Donc on n'a pas de marge de manœuvre. On a le Kazakhstan qui a une décision de justice il y a quelques jours qui a annoncé qu'un des terminaux d'exportation de pétrole qui exporte entre 1,5 million et 2 millions de barils par jour allait potentiellement devoir fermer. On attend une confirmation parce qu'il y a eu appel. Si c'est le cas, on a 1,5 million à 2 millions de barils par jour de pétrole, soit 1,5 à 2% de la consommation mondiale qui disparaît du jour au lendemain. Et le marché, pour l'instant, ne s'en inquiète pas parce qu'il regarde uniquement les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le risque de récession, certes, mais attention au rebond de la Chine d'une part, attention à l'absence de marge de manœuvre.
sachant qu'on a en plus une très grosse tension sur les produits raffinés. On manque de capacité de raffinage parce qu'une partie de ces capacités excédentaires de raffinage se trouve en Russie et qu'on ne va pas y faire appel. Donc cet été, on est rentré dans la période des ouragans dans le bassin atlantique. Il y a régulièrement des ouragans qui terminent leur course sur les côtes de Louisiane et du Texas, où il y a une grosse partie des capacités de raffinage américains. Si ça devait être le cas et que ces capacités devaient être arrêtées pendant quelques semaines, on pourrait se retrouver avec un prix du gallon qui atteigne les $5, ce qui n'arrangerait franchement pas les affaires de Biden à quelques semaines des mi-termes. Joe Biden qui mènera une tournée au Moyen-Orient cette semaine, en Arabie Saoudite, État qui était jugé paria par Joe Biden il y a encore quelques mois à peine après l'affaire Jamal Khashoggi. Alors au-delà de la mise en scène du narratif politique, qu'est-ce que ce type de rencontre avec les Saoudiens peut déclencher potentiellement comme décision, comme action? Il y a peu de marge de manœuvre. Je le disais, aujourd'hui, la quasi-totalité des pays de l'OPEP produisent à leur maximum. L'Arabie Saoudite a un peu de marge, mais on parle d'1 million à 1,5 million de barils par jour de capacité de production excédentaire. Ils n'ont jamais mis cette production en place plus de, on va dire, quelques semaines, voire quelques mois. Une partie de ce pétrole est du pétrole très lourd et très soufré qui n'intéresse pas les raffineries. Donc les marges de manœuvre sont faibles. Après, ce que peut éventuellement chercher Biden, c'est des conditions plus favorables pour les États-Unis en cas de besoin, s'ils avaient besoin d'importer un peu de pétrole. Mais finalement, il n'y a pas énormément à aller chercher en Arabie Saoudite pour Joe Biden aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre, malheureusement. Bon. On suivra ça. Sur le pétrole, on a des marges de manœuvre nulle part. Donc, j'entends bien. Sauf à avoir un ralentissement économique qui contraigne la demande. On a en plus tout fait pour la maintenir, puisqu'on met des subventions en permanence pour essayer d'éviter l'impact social. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais ça retarde l'ajustement de la demande. Puis n'oublions pas, alors j'ai plus le compte en tête, mais qu'on a quand même libéré pas mal des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis. Depuis, comme leur nom l'indique, ces réserves stratégiques, il faudra, j'imagine, stratégiquement un jour les reconstituer. Les reconstituer, tout à fait. Et donc ça va être un travail à faire dans les. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé de le faire en 2 semaines, mais voilà. Ça peut prendre du temps. Mais on a des réserves stratégiques qui restent quand même importantes, mais malgré tout, il faudra songer à les rebâtir à un moment si on décide de continuer avec le pétrole. Parce que l'autre décision qui pourrait sortir de la situation actuelle, c'est une décision d'accélération sur la transition énergétique qui, en tout cas, est appelée des vœux de l'ONU et du GIEC aujourd'hui pour pouvoir faire face. Pour l'instant, il faut faire le bridge. Pour l'instant, voilà, tout le monde se remet au pétrole et au charbon pour amortir le choc. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet qui était avec nous pour cet état des lieux des marchés de matières premières et de leurs perspectives sur cette deuxième partie d'année 2022. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Voilà pour ce dernier quart d'heure de cette émission. Ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.